Je remercie la Société française des architectes, le président, et puis Karim Mesbou pour cette invitation qui fait beaucoup de plaisir. Donc ça fait du plaisir d'être invité pour raconter ce qu'on fait dans le bureau. On passe beaucoup de temps enfermé dans quatre murs à travailler beaucoup, et puis de temps en temps on a aussi des chances ou la chance de pouvoir sortir et raconter ce qu'on fait. Donc c'est toujours une occasion incroyable. Et pour ça je remercie tout le monde pour cette belle occasion. Moi je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissent le Tessin dans cette salle. J'en ai rencontré beaucoup, surtout des anciens étudiants du séminaire de Monte Carasso. Ça fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis beaucoup de copains qu'on s'est rencontrés. Donc moi, j'avais préparé, je crois quand même, une petite introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est que le canton Tessin. Parce que c'est difficile de parler de fragments de ville. On est dans la ville que pour moi, je le dis pas pour flatter quelqu'un, mais pour moi, ça reste la ville la plus incroyable, sans doute, d'Europe, mais probablement c'est une des villes qui fait le plus rêver au monde. On est à Paris et puis on vient et on parle de ville en s'adressant au Tessin, que c'est une région. Beaucoup d'entre vous probablement ne savent même pas où ça se trouve, et ce n'est pas très grave, je pense. Mais donc il faut sans doute expliquer ce qu'on entend par ville quand on parle de ça. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, alors, c'est un endroit, les gens qui y vivent, ils sont convaincus que c'est l'endroit le plus beau du monde. Moi, je ne suis pas toujours complètement d'accord avec eux, mais c'est vrai qu'il y a un paysage qui est quand même extraordinaire. Donc, on descend des Alpes, on arrive vers la Pianura Padana, donc vers l'Italie, vers la Lombardie, et puis on rencontre des paysages qui sont faits de montagnes, de rivières et de lacs, donc de paysages très beaux, non? Et ceci et sans doute, et je suis peut-être d'accord avec tous ceux qui trouvent que c'est l'endroit le meilleur du monde, c'est sans doute vrai pour le 90 de son territoire. On le voit ici. Et ça, c'est le canton Tessin, ça, c'est les Alpes, et ça, c'est la Pianura Padana au sud. Et tout ce territoire, on le devine assez bien sur cette image satellitaire, c'est 90% lacs, montagnes, rivières, îles et paysages extraordinaires. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne vit pas là-bas. On y va peut-être de temps en temps pour des vacances, le week-end, si on a la chance. Moi, je n'aime pas beaucoup marcher à la montagne. Mon épouse le sait très bien. Elle essaie toujours de me convaincre d'y aller, mais j'y vais pratiquement jamais. Le reste du temps, on vit dans cette ville. Ça, c'est, voilà, comment dire, la poésie, elle cale tout de suite, elle descend tout de suite de ton. Et ça, c'est la ville réelle dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une ville périurbaine. C'est une réalité de ville diffuse périurbaine. Nous, on est, ça c'est une donnée que j'ai entendue récemment et qui m'a beaucoup frappé. On est le seul quartier suisse d'une métropole européenne. C'est-à-dire, nous, d'un point de vue géographique, on est un quartier de Milan. On fait partie de la métropole lombarde. On est un quartier de Milan dans lequel, par sa géographie, parce qu'on l'a vu, on vit le 10% du territoire utile, que c'est le restant par rapport aux 90% qu'on a vu de ces montagnes, de ces lacs et ces rivières extraordinaires, c'est ce qui reste au fond des vallées. Donc, les vallées qui descendent du Gothard et qui atteignent la Pianura Padana et l'Italie. Par l'Italie, après, c'est Novara, Gênes et de l'autre côté, les ports de Gênes et les ports de Trieste. Donc, c'est vraiment une espèce embouteillage comme ça qui fait la liaison entre la Méditerranée et le nord des Alpes. Voilà. Par cette morphologie, par cette nature de territoire, la ville qui s'est créée dans le temps, dans les dernières, je dirais, 50 années, après le boom des années 60, c'est une ville qui ne se grandissent pas, qui ne se construit pas comme beaucoup d'autres agglomérations aux villes européennes d'un centre vers une périphérie de manière concentrique avec des anneaux d'agrandissement plus ou moins cohérents par rapport aux périodes et par rapport à beaucoup de choses, mais c'est plutôt une conurbation dans laquelle les trois
noyau historique principal, que c'est la ville de Bellinzona, la ville de Locarno et la ville de Lugano, s'agrandit les unes sur les autres, croître les uns sur les autres, non pas dans une logique de croissance expansive, donc de grandissement régulier, mais plutôt par remplissage. Alors, c'est vraiment à tâche de léopard que cette conurbation elle commence à se produire autour des infrastructures qui courent le long de cette vallée, de manière en suivant plutôt des logiques économiques ou des logiques d'exploitation d'opportunités, plutôt que sur un dessin et sur une vision urbaine de la ville que ça va devenir. Alors, ce n'est pas une caractéristique que du Tessin, ça c'est une caractéristique de beaucoup de villes, de villes périurbaines. Aujourd'hui, je suis venu en France avec le TGV, puis on a passé quand même pas mal d'endroits qui ressemblent beaucoup à celui-ci. La seule différence qui frappe, et c'est une caractéristique de cette ville, c'est qu'ici, on est malgré tout dans un espace incroyablement contenu par les montagnes. Du fait qu'on est dans un espace, qu'on soit c'est une vallée, un fond de vallée, le territoire n'est pas infini, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que cette chose elle peut s'agrandir, qu'on a toujours quand même cette liberté de la campagne qui est là et dans laquelle on peut ou on doit, ou peut-être on ne peut pas et on ne doit pas construire, mais on est vraiment dans un espace qui commence de plus en plus à se densifier et à se remplir. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette ville? Elle en a essentiellement trois. Ce n'est pas les seuls trois, mais c'est les seuls trois qui nous intéressent. Ou c'est les trois qui nous intéressent le plus dans les projets que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, la première caractéristique, et c'est étonnant de le dire sur une image pareille, mais c'est qu'on a un très grand taux d'occupation du sol. Alors, on a parlé d'un 10% du territoire qui est potentiellement intéressante pour des activités humaines, c'est-à-dire travail, habitation, échange et cultivation. Donc, moi je dirais que le 10% du territoire tessinois, c'est le 100% de ce qui est possible aujourd'hui d'exploiter comme territoire. De ce 10%, la moitié est déjà aujourd'hui urbanisée, c'est-à-dire soit construit, soit construisible. Ça veut dire que la moitié du territoire tessinoise qui peut être intéressé par des activités, il est desservi par des rues, il est desservi par des égouts, il est desservi par l'eau potable, il est desservi par l'électricité. Donc, la moitié de tout ce territoire que vous voyez, il est construisible. Ça, c'est la première, et c'est énorme. Hein. Moi, je ne connais pas des autres endroits en Europe où le 50% du territoire, il est urbanisé. La deuxième chose qui est frappante, par opposition à cette grande occupation du sol, c'est un taux d'exploitation, par contre, qui est très très faible. Alors, vous le voyez, l'image elle est assez méchante aussi, mais provocatoire en quelque sens, mais ça ressemble beaucoup à la réalité. Heureusement, on a des endroits aussi un peu meilleurs, mais c'est très faiblement exploité, ce territoire, parce que, si on transforme le calcul, je ne veux pas le faire ce soir, parce que c'est un peu ennuyeux le calcul, mais c'est facile de transformer ou de mettre en relation le nombre d'habitants avec les mètres carrés bâtis, on le fait en moyenne, 35-40 mètres carrés par habitante en moyenne en Suisse. On le multiplie par le nombre d'habitants et on fait le rapport. Donc, on sait qu'on a un taux d'exploitation de 0,1. Ça veut dire que pour 100 mètres carrés occupés, on a 10 mètres exploités. Ça veut dire qu'on a 10 mètres d'habitation, de surface brute de plancher construit. Ce qui est, contrairement du taux d'occupation, un taux d'exploitation qui est hyper faible. Donc voilà, vous le devinez facilement, c'est une ville où c'est très difficile d'avoir une masse critique dans laquelle, par exemple, des transports publics peuvent s'organiser, par rapport à des universités peuvent se construire, des musées, des activités, des théâtres, etc. etc. Donc c'est une ville diffuse, très difficile à faire marcher dans ce sens. Troisième et dernière caractéristique de cette ville, c'est sans doute le fait qu'on le voit, on a un mélange du fait qu'elle s'est construite à tâche de léopard selon des besoins ou des nécessités plutôt spéculatives que de vision
c'est une ville dans laquelle on a une très grande mixité de plein de choses. On a une mixité de fonctions, industrie, agriculture, habitation qui se mélangent. Ils sont trop mélanges, sont solutions de continuité. Il y a une très grande mixité d'échelles. On a des petites villas individuelles qui se mélangent avec des bâtiments locatifs beaucoup plus grands. Et puis, on a bien sûr aussi des grands mélanges historiques parce que ces nouveaux quartiers spéculatifs s'entremêlent avec des vieux centres historiques faibles, mais qui restent quand même des vieux centres historiques, qui ont construit le bassin rural devant l'explosion démographique, économique des années 60. Voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel on évolue. Et voilà, il faut apprendre quand même à aimer son propre territoire. Moi, j'adore cette image. C'est une photo qui a été faite par un photographe que j'aime beaucoup. C'est un copain, c'est Joël Tettamanti. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle représente très bien cette ville. Alors, c'est une ville qu'on devine se perdre dans la brume. On ne sait pas où elle se termine, mais on comprend qu'elle va continuer. Elle se termine quelque part par là en Italie, donc à Milan. On ne sait pas quelle forme elle a, mais plus on se rapproche de chez nous, plus on se rapproche de nos propres pieds, donc plus on arrive au pied de la montagne sous le lieu où on a pris la photo, et plus on commence à deviner, à lire des caractéristiques spécifiques. Donc c'est des fragments, c'est de ça le titre de la présentation ce soir, fragments de ville, c'est des fragments dans lesquels comment dire, spécifiquement dans des lieux spécifiques, excusez-moi le jeu de mots, mais là où on doit intervenir ponctuellement pour des projets, c'est encore facile, c'est encore possible de trouver des caractéristiques, des fragments de ces caractéristiques, et avec un type d'intervention qui se fait par couture, c'est toujours des petites interventions qui essayent de reconnaître les caractéristiques propres du lieu pour essayer de soit les renforcer, soit des fois de le contredire, on le verra dans certains projets, mais qui essaie de se construire sur les spécificités. Dans l'idée que cette ville, ça ne sera jamais une ville constituée, ça ne sera jamais une ville comme on connaît les villes comme Paris, voilà. Ça sera toujours une ville qui se fera par morceaux recoudre, qui sont cousus, je ne sais pas si on dit en français ça, entre eux, où les différents fragments sont reconnus comme faisant partie d'une unité, et cette grande ville, elle va peut-être devenir la composition de ces différents fragments. Voilà. Heureusement, pas partout on a la même situation. Ici, il y a une image qui manque. Ça, c'est Monte Carasso, dans lequel j'ai le plaisir de travailler, où j'ai mon bureau, où j'ai grandi, où j'ai rencontré quelques-uns de vous. C'est un lieu qui, depuis 1979, grâce à la présence de Snozzi, qui est venu à l'époque pour construire une école primaire, puis il n'est jamais parti. Même maintenant qu'il est mort, il est dans le cimetière de Monte Carasso. Il a voulu rester même pendant sa mort, donc il n'est jamais parti depuis 1979. Et il était appelé pour construire l'école, il n'est jamais parti, et il a construit l'ensemble du village. Alors ça, c'est une expérience extraordinaire. Mais c'est quoi cette expérience? Malheureusement, l'image qui manque, c'est l'esquisse du village. Lui, en 1979, quand il est arrivé, il s'est opposé complètement à l'idée d'une planification qui se faisait sur à l'époque, c'était la période des plans de zone et des règlements de construction à bâtir par les différentes zones. Lui, il a essayé de traiter le développement urbain de Monte Carasso en introduisant un autre mécanisme qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple que c'est celui du projet urbain. Alors, dans une esquisse du 79, très connu, il est publié dans tous ses livres, il a reconnu tout de suite que le village de Monte Carasso, il était composé de 3 éléments. Il était composé d'un centre qu'il fallait définir, dans lequel une place centrale, dans laquelle on pouvait et on devait mettre les bâtiments primaires, donc l'école, comme il a fait, l'église, le cimetière, la mairie, la banque, la salle de gym, donc un vide central autour duquel les institutions s'installent, donc les bâtiments primaires. Autour de ce vide, pour pouvoir devenir lisible en tant que vide, il faut bien un plein.
Donc, il a proposé une densification des zones de résidence. Donc, les zones d'habitation, il a proposé de doubler les taux d'exploitation, donc les taux d'occupation. On est passé de 0,5 qui était avant à 1. Donc 0,5, c'est vraiment un taux d'exploitation typique d'un quartier périurbain, donc d'un quartier de villa. Il est passé à un taux de 1. Il l'a fait, et on voit cette image, c'est une image que je trouve très belle, il l'a fait sans vouloir faire de l'imitation de l'architecture rurale préexistante, mais plutôt en essayant, on voit que les architectures nouvelles qui arrivent, elles ont un langage nouveau, elles ont un gabarit nouveau, ils ont une expression nouvelle, mais il le fait par contre en essayant d'enserrer le nouveau bâtiment, les nouveaux bâtiments, suivant les anciennes règles du village. Donc, ce qui est gardé, ce n'est pas l'aspect esthétique et l'aspect formel des anciens bâtiments, mais c'est plutôt l'aspect structurel, notamment la possibilité de construire sur les limites parcellaires, la possibilité d'augmenter les index d'exploitation et la possibilité de construire sur 3 étages de niveau. Personne aujourd'hui n'a plus envie de vivre dans cette dimension de bâtiment, ni dans ce type de bâtiment. Le désir de chaque personne, c'est de vivre dans une maison moderne, contemporaine, qui correspond à nos besoins, qui a sans doute des autres exigences, des autres ambitions, mais qui respecte la structure de l'élément primaire, des éléments existants. Le troisième élément, et là je conclue très rapidement, c'est les limites de cette extension. Alors, depuis le début, Znotsi refuse l'idée que Monte Carlo reste une île joyeuse au milieu de l'extension périurbaine de Bellinzona. Znotsi, dès le début, il accepte que Monte Carlo fait partie de cette extension. Mais pour faire en sorte que les gens qui habitent là-bas puissent y habiter et se reconnaître avec plaisir, il crée des limites en sorte que quand on est chez soi, on se reconnaît chez soi. Donc le lieu, le quartier, il est reconnaissable depuis l'extérieur et puis il a un lieu autour duquel se rencontrer pour pouvoir avoir sa propre vie. D'accord. Alors ça, c'est les 3 éléments sur lesquels le projet est basé. Bien sûr, nous, on a nos interventions à Monte Carlo, ils rentrent dans cette deuxième partie, donc, dans la densification des lieux et dans l'essai de construire et de recoudre des situations existantes sur des conditions préexistantes. Donc, la première maison que je vous montre, c'est une toute petite maison unifamiliale qui se trouve dans un quartier quelconque du village de Monte Carlo. Là, vous reconnaissez le centre. Ici, vous reconnaissez cette densité qui commence à se produire. Donc, ce n'est pas une densité de village historique, donc constitué, mais ce n'est pas non plus une densité de village périurbain, de villas individuelles. Ça commence à devenir, et ça commence à se densifier et à se transformer en quelque chose de différent. Donc je vous dis, le lieu, c'est un lieu très générique, donc nous on arrive, ça c'est le plan situation de l'existence. C'est un plan situation dans lequel on a de la peine, parce que c'est les caractéristiques de ces lieux, c'est des caractéristiques des fois fragiles, qu'il faut reconnaître, qu'il faut détecter, et puis essayer par le projet, on croit, de renforcer. On arrive, c'est pas grand-chose, on voit, c'est un pauvre tissu rural, c'est pas non plus les vieux bourgs qu'on connaît très beaux, mais si on regarde un peu plus de proche, on commence à reconnaître quand même quelques règles. Alors on voit que les bâtiments plus grands, ils sont construits quand même sur le bord de rue, qu'on a une certaine densité, une certaine contiguïté qui n'est pas régulière, qui n'est pas systématique, qui se construit le long de la rue. Et puis on reconnaît qu'au milieu de tout ça, on trouve quand même des arrière-cours, on appelle comme ça entre guillemets, parce que ce n'est pas des cours bien sûr, mais plus vides, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dégagés. Et les seuls bâtiments qu'on trouve là-dedans, c'est des petits poulaillers, c'est des petits cabanes, des outils et pour les jardins. Et puis bien sûr, dans l'histoire de ces lieux, ça c'était des paysans
qui essayait avec beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup de simplicité, de construire la maison là où ça occupait le moins de terrain, parce qu'ils vivaient du terrain, du vide qu'il y avait derrière. Donc, ils essayaient de construire des maisons sur 3 étages, qui avaient un certain gabarit par rapport à l'échelle du village, et puis de laisser là derrière, plutôt que des arrière-cours, c'était des lieux de travail. Donc, il y avait des vignes, il y avait des jardins potagers, il y avait tout ça. Non? Et si on regarde ça, on commence à reconnaître que ça devient une caractéristique de ce lieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la situation dans laquelle on est arrivé. Non? Ça se passe une chose très simple avec le boom dont je vous ai décrit de l'après-guerre et tout ça. Plus personne aujourd'hui est agriculteur ou paysan tessin, il y en a très peu. C'est devenu des entreprises aussi les paysans. Le reste des gens aujourd'hui, ça travaille dans le tertiaire. C'est soit des employés des banques, soit soit des fonctionnaires. Donc, toutes ces propriétés, ces jardins, ces vignes et ces jardins potagers, plus personne n'en veut. Le terrain, par contre, il commence à augmenter de prix. Il coûte des fortunes. C'est le mètre carré, c'est la folie. Il vaut 1000 francs, 1000 euros le mètre carré. Ça, c'est la réalité de ces situations. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à parceller les arrière-cours des jardins, à vendre les terrains. Là, c'était vendu ça et construit, vendu ça et construit. Notre client, il est arrivé en nous disant qu'il voulait acheter ça. C'est très rare à trouver des terrains, hein, donc tu payes très cher et tu ne sais pas ce que tu trouves. Et puis, il nous a posé la question s'il pouvait acheter ça, même pas 200 mètres carrés. Avec l'argent qu'il trouve ça, le propriétaire, il met en ordre, il rénove de manière plus ou moins bien la maison du grand-père et puis il continue à vivre là-dedans. Puis il arrive, on dit, bon d'accord, à Monte Carasso, avec les nouveaux règlements de SNOT, il doublait les possibilités d'exploitation. On peut construire un petit volume sur 3 étages avec un index de 100 mètres. On peut construire une maison de 200 mètres carrés de surface brute de plancher. Donc pourquoi pas? Après on construit des murs et puis on fait ça. Et puis c'est ça la proposition. On a dit oui, achetez le terrain, on arrivera probablement à faire quelque chose. Et puis c'est là qu'il y a une petite frustration qui est née, non? Parce que la proposition et la possibilité de construire en hauteur dans une arrière-cour comme celle-là, dans une zone où, malgré tout, la logique, c'était plutôt celle de l'espace vide, et de construire en hauteur, on avait un peu le sentiment d'être planté au milieu du vide, avec tout le monde qui nous regarde dedans. On avait un petit peu la sensation d'être un peu le poil dans la soupe. C'était désagréable comme sensation. Et puis le projet, il a eu de la peine à démarrer jusqu'au jour où on a invité les clients au bureau et puis on a parlé de ce malaise. Et là, on a découvert que le client, il avait le même malaise. Donc, il n'était pas du tout architecte, mais c'est un client super intelligent. C'est un des meilleurs clients qu'on a eu. On lui a proposé une solution complètement différente. Et puis, on s'est dit, là, on construit quelque chose de hyper bas. On fait un seul étage. On construit un seul mur d'enceinte le plus abstrait possible, que depuis l'extérieur ne ressemble même pas à une maison, mais c'est peut-être un mur d'enceinte d'un poulailler, pourquoi pas. Pas de fenêtre, pas de porte, rien qui puisse nous ramener ou nous conduire en construction domestique. À l'intérieur de tout ça, on reconstitue une série de cours de plein de vide, donc de locaux habités et de locaux vides, des pièces ouvertes sur le ciel, et on organise toute la maison là-dedans. Bon, lui, il était très content, et pour finir, c'est ça qu'on a fait. Et ça, c'est la coupe de la maison. C'est très simple, parce qu'on a, sur la taille de la parcelle, ça fait 10 mètres de large sur 20 mètres de longue, on a fait juste un mur d'enceinte. On voulait que l'espace à l'intérieur de cette enceinte, elle soit le plus possible libre, donc qu'il n'y ait plus des éléments verticaux qui marquaient en quelque sorte structurellement une différenciation entre le dedans et le dehors. C'est pour ça qu'on a posé le long sur les 20 mètres de portée, on a posé cette poutre, et puis cette poutre au milieu de l'espace, elle suspend les dalles. Et puis à l'intérieur, on a simplement une alternance d'espace vide et d'espace froid, soutenu par cet espace. Donc ça, c'est une petite photo de chantier.
qui a été faite par Fred, c'est quelqu'un là qui le connaît. C'est une photo du chantier. Donc on devine là à peine la poutre qui suspende ces dalles, et puis on commence à lire cette alternance entre des pleins et des vides, donc des zones d'ombre et des zones de lumière. Dans l'idée que dans ce monde qui était découpé de l'extérieur, après il y avait un autre paysage interne qui pouvait se produire et se construire. La maison après elle est très simple, elle se dégage de la limite parcellaire jusqu'à l'endroit où on permet de l'entrée, on rentre dans une première cour, et puis là, la maison elle est simple, il y a une zone de cuisine, de salon, la zone des parents, la zone des filles, ça c'est la salle de jeu des filles et le bureau des parents, tout ça est ouvert sur une diagonale et ça dialogue à l'intérieur de tout ça, tandis que là, il y a les blocs de service qui bougent, les relations entre la cuisine et ça. La seule exception, ça c'est la poutre, c'est le plan de toiture, c'est la poutre qui traverse sous de la maison et qui suspend la toiture. La seule exception, c'est à cet endroit, parce qu'on pouvait se permettre d'arriver avec un point de vue sur la limite de la parcelle, on a fait un petit toit terrasse avec un mur qui sert de stabilisation de la poutre principale. Et c'est le seul endroit sur lequel on peut monter et puis pour une fois avoir une vision à 360 degrés sur le paysage. On n'est pas simplement enfermé dans cette enceinte. Coupe longitudinale très simple, là c'est la terrasse, bon. Et ça c'est le résultat de ce que je vous ai raconté. On voit très bien que c'est un équilibre fragile dans ces maisons qu'il y a là sur les bords de rue. Ce n'est pas des chefs-d'œuvre d'architecture, ce n'est pas non plus des rénovations qu'on peut dire, voilà, il y a une dignité architecturale telle que l'architecture en soi, elle est à sauvegarder, mais on reconnaît quand même que dans la densité très faible qu'il y a dans le plan que je vous ai montré tout à l'heure, dans le plan situation, on commence quand même à sentir un espace de rue qui est tenu. Et puis on devine dans un arrière-plan quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup plus abstrait, qui peut être n'importe quoi, dans lequel après on peut habiter. Là on voit depuis l'intérieur vers l'extérieur, donc on lit à nouveau cette couronne qui domine l'espace, qu'on a voulu laisser comme élément dominant, primaire, au-delà de sa beauté. Elle en a peut-être pas, c'est pas à nous de juger, mais il nous semblait important de lui laisser ce statut d'élément primaire à cette couronne autour. Et puis on comprend, là, il y a toutes les contradictions de ces villes périurbaines où on commence à voir des piles de pneus à côté d'où on fait le barbecue. Et donc, on arrive peut-être à comprendre que ce n'était pas trop mal non plus d'enfermer la famille à l'intérieur d'un mur. Et voilà, ça c'est l'extérieur, c'est la réalité. Ça c'est des photos de chantier. La maison, elle est pratiquement terminée, même si les systémations à l'extérieur ne sont pas faites. Et là, on commence à deviner à l'intérieur de ces cours, de chaque cours, il y a un sujet. La dame, elle est biologiste, donc elle avait toutes des idées sur des plantes, etc. etc. Maintenant, la maison, elle est beaucoup plus présente de végétation et c'est un aspect complètement différent. On rentre à l'intérieur, tout ça, ça change complètement. On commence à deviner une perspective, une suite d'espaces qui se juxtaposent, qui se mettent l'un après l'autre. Donc on a une profondeur de l'espace, on a des espaces qui se juxtaposent à des autres. Donc on arrive peut-être à deviner un autre type de paysage à l'intérieur de la maison. Là, c'était le jour du déménagement. Donc voilà, et puis ça, c'est la cour d'entrée. Tout peut s'ouvrir et à l'intérieur de ce mur d'enceinte, on a un espace très calme et très simple. Voilà, j'arrive au deuxième projet. Le deuxième projet, il a quelques années de moins. On est dans une situation complètement différente. On n'est plus dans un petit bourg paysan, on le devine peut-être de ces volumes qui sont des solitaires à l'intérieur des jardins très grands, mais c'est un quartier bourgeois, de villa bourgeoise de fin 19e, début 20e siècle, des villas individuelles, des solitaires posés au milieu d'un jardin assez grand, suffisamment grand pour pouvoir se permettre d'avoir 4 façades
comment dire, chaque maison, elle avait 4 vues. Chaque maison, elle avait le total du soleil. L'architecture de ces bâtiments, sans aide de Palladio, c'était quand même des solitaires au milieu d'un parc qui ont des dignités assez incroyables. Ça fait la qualité de ce lieu. Et puis, dans un contexte complètement différent au niveau urbain, au niveau de structure, il y a exactement le même phénomène qui se passe. Alors, ces jardins, ils sont devenus insoutenables du point de vue économique parce qu'on ne peut plus payer un jardinier à plein temps pour entretenir des magnolies et des jardins extraordinaires. Donc, le terrain, il coûte une fortune, là encore plus. Alors, les gens commencent à parceller et à vendre des morceaux de leur jardin à des autres personnes pour construire des maisons. Et dans cette situation, on se rend compte très bien, sans rentrer dans le jugement si c'est bien un quartier du genre. Moi, je pense que c'est bien de densifier, c'est bien de construire. Mais la question, c'est, on se rend compte que si on commence à remplir les vides entre les maisons, c'est très facile de passer d'un quartier de villa bourgeoise dans le parc à un quartier de maisons en série. Alors, ça suffit de remplir les vides et le quartier d'avant, il devient comme ce quartier-là. Et il y a simplement une perte parce que tous les bâtiments qui sont présents dans ce bâtiment-là, ils ont justement l'ambition d'être des solitaires qui ont cette grande qualité, pas architecturale, mais de conditions, de situation, d'avoir 4 façades et la lumière de toute la journée. Alors voilà, on se trouve un peu dans une situation bête parce que tout ce grand jardin est divisé en 2. L'accès de cette maison devient l'accès aussi de celle-là. Et puis, il faut introduire un volume ici qui a le même gabarit de celui-là, en termes de programme, en termes de mètres carrés de surface brute de plancher. Donc, tout de suite, on commence à avoir peur que si on le met là, on commence à créer une série. Quelque chose qui rayonnait avant commence à avoir un devant et un derrière. Donc, on commence complètement à changer une structure et à la transformer en quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Alors, on bouge le volume, sauf qu'après, on a le jardin en ordre, et puis du coup, ça ne marche pas non plus. Et puis, on commence... parce que quand on ne sait plus quoi faire, on essaie de faire ce qu'on a déjà fait une fois. Non? Alors, on se dit, ça serait pas mal de faire quelque chose de bas, qui ne rentre pas en concurrence avec les bâtiments existants, mais malheureusement, on n'est pas à Monte Carasso, et puis on ne peut pas le construire sur les limites parcellaires, parce que ça, c'est une spécificité de Monte Carasso de pouvoir construire le bâtiment sur les limites. Là, on est obligé de garder des distances légale de 4 mètres, 3 mètres, je ne sais même plus ce que c'est, des voisins. Et puis on se rend compte qu'on crée une bande inutilisable sur la partie. Alors là, c'est c'est par frustration aussi des fois qu'on fait des projets. Et puis là, je me souviens qu'on regardait, on disait, mais c'est quand même pas vrai qu'on peut construire rien sur les bords de parcelles, parce que là, il y a quand même des petits volumes. Non? Alors c'est en ce moment-là qu'on commence à rentrer plus dans les lois de construction et plus dans les règlements et à chercher peut-être des solutions. Et puis on s'est rendu compte d'une chose extraordinaire. Je pense qu'ils l'ont changé après ce projet-là qu'on a fait. C'est qu'il y avait une espèce de trou légal dans lequel on peut construire sans limite de longueur et sans limite d'auteur, une pergola sur les limites parcellaires. Alors, une pergola, on peut la construire sans limite. Voilà. Et puis, on s'est dit, bon, on fait une pergola. Et ça, c'était l'idée du projet. Non, mais c'est pas une blague. C'est vraiment, on s'est dit qu'un mur pouvait être végétal. Ça, c'est une image de Google. Hein. J'ai mis pergola sur Google, puis j'ai cherché des images. Un mur, il peut être végétal. Un plafond, il peut être végétal. Avec la végétation, on peut créer des espaces et on peut créer des transparences dans lesquelles donc, on peut avoir les mêmes relations d'espace en profondeur et en largeur, comme on a vu dans la maison avant. Et simplement, l'enveloppe, la paroi, le gabarit du bâtiment, c'était autre chose qu'un mur. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la totalité, ça c'est les 4 coins de la parcelle. On a construit une pergola sur la totalité de l'élément. Et puis on a simplement couvert
une partie que c'est la partie chauffée de la maison. Donc la partie chauffée, elle prend la moitié de la totalité, donc ce n'est pas sur la distance légale, mais elle est moins. Et c'est clair qu'en ce moment-là, elle était pour nous, ça c'est la coupe. C'était clair que c'était important, ça ne devait pas être une maison avec attaché une pergola à côté, non? Mais ça devait être une pergola sur laquelle il y avait une partie couverte. Donc les paradigmes c'était complètement différent. On a un poteau central qui porte une poutre, et puis la poutre elle est portée par les poteaux qui sont sur l'extrémité, que sont les poteaux de la pergola. Et puis on couvre simplement la partie centrale. Le plan de situation il est très simple. On fait un bâtiment qui a la même surface brute de plancher que les maisons qui sont tout autour, mais qui ressemble beaucoup plus dans l'image finale à la vigne et au jardin qu'il y a autour plutôt qu'à ces villas. Après, la maison elle est très simple, il y a voilà, 4-5 chambres, 2 blocs, puis on fait encore une cave pour mettre les toilettes en bas, on sort qu'on ne doit pas boucher trop avec des parties opaques, la partie supérieure, donc on peut la laisser libre. Et ça c'est la coupe, très simple, on lit la structure. On lit ce tapis de béton qui est coulé directement sur le sol, et puis cette toiture légère métallique qui est appuyée dessus. La maquette, donc on a fait ça c'est des essais, et puis la partie couverte qui est là-haut. Ça c'est des photos du chantier. Pour moi c'est très important de voir une fois que la structure elle est faite. Non? Je peux imaginer que cette structure, elle sera, parce que la végétation elle prend du temps, complètement remplie et complètement, envahie par la végétation. Il y a tout un travail après qui a été fait avec un paysagiste pour mettre des arbres saisonniers qui laissent passer la lumière d'hiver, et des arbres de 4 saisons qui font par contre la privacy. Et on voit que quand même, l'idée, c'est que ce bâtiment, l'autre bâtiment et tous les bâtiments qui sont autour ne sont pas mis en péril par la présence d'une nouvelle maison. La structure de ce quartier de villa, il reste le même. On introduit une autre villa qui a une logique et qui a un paradigme complètement différent dans sa manière de se poser par rapport au territoire, et qui rentre plus en relation avec la partie végétale. Donc on le voit très bien ici. La richesse de ces jardins sont quand même assez incroyables, et l'idée que tout ça sera envahi par la végétation, ça nous intéresse beaucoup. Ça c'est l'ensemble du périmètre de la maison qui va se construire. C'est avec le tapis coulé sur la place. Très rapidement, on commence à deviner la partie chauffée avec ce premier élément qu'il y a là-haut, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la maison presque terminée. Alors l'intérieur, ça reste très brut, le métal il est apparent, tous les matériaux ils sont bruts, et surtout l'idée c'est que ces poutres ils sortent jusqu'à là, et qu'ici on puisse arriver à créer un seul espace avec cette végétation. Voilà, ça c'est le bâtiment presque terminé. Là, on voit déjà encore, le jardin doit encore être fait. Et puis là, il y a une petite chose que je tiens quand même à raconter, c'est qu'à partir de ce moment, nous, on est très lent, on prend beaucoup de temps pour faire ces projets, puis on y croit beaucoup, on travaille, on a des clients avec lesquels, c'est comme tout le monde, il faut un peu se disputer, un peu pas, on insiste, on tire, etc. Puis il y a un moment terrible, c'est le moment où on ronde le bâtiment. Et c'est là qu'on voit débarquer le pire des canapés qu'on puisse imaginer. Les rideaux, on se met les mains dans les cheveux. Et c'est simplement que les gens prennent ce qu'ils avaient dans l'ancienne maison et la déménagent là-dedans. Et puis
on a un moment on a de la peine à laisser aller le projet, non, à dire, bon, allez-y maintenant, c'est plus à nous, il y a une deuxième vie qui va se produire. En plus, il y a encore une chose, donc il y a encore de la fatigue qui rentre en jeu. Non, nous, on ne peut plus voir le client ne peut plus nous voir. C'est tout à fait normal. Non, mais c'est vrai, parce que ça a duré longtemps. Et c'est un travail intense. Et en plus, on a la sensation qu'on a fait le faux projet pour les fausses personnes, parce que rien n'est comme on l'avait imaginé en termes d'utilisation d'espace et tout. Et en plus, quand on est appelé chez eux, c'est normalement parce qu'il y a encore de l'eau qui rentre, ou parce qu'il y a un problème quelconque. Alors, on essaye d'oublier tout ça, de ne plus visiter, on a un petit détachement, qu'on a des clients. Et puis, c'est une chose, moi, je trouve, surtout avec la question du végétal, c'est une chose qui est assez incroyable. On revient après quelques années. Nous, on a baissé un peu comment dire, la tension, on a un peu laissé aller certaines choses. Le client, il a appris à habiter sa propre maison. Et puis, la chose incroyable, c'est que la maison, elle devient autre chose. Voilà, ça s'est passé. On est encore très bons copains avec ça. C'est la dame qui habite la maison que je vous ai montré avant. Et puis, un soir, on était souper avec la famille, on est passé là-bas, et puis la maison, elle devient autre chose. Il y a une deuxième vie qui se fait là-dedans, il y a la végétation, les gens commencent à s'approprier, les gens comprennent où il faut mettre les choses. Il y a moi je trouve, un désordre organisé qui commence à devenir maison. Ce n'est plus un projet, mais ça commence à devenir une maison. Et puis c'est la deuxième vie de nos architectures. Et ça, c'est seulement du temps que ça va le donner. Donc ça, c'est les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des photos du jour du déménagement. Et puis ça, c'est ce que ça ressemble après une dizaine d'années que la maison elle a pris pied. Et bon, tout ça simplement pour dire, parce que c'est un peu une évidence, qu'on a encore de l'espoir que la nature et la végétation, et puis un peu de bordel de famille va faire comment dire, donner la touche qui manque peut-être encore un peu dans cette image. Je passe très rapidement à un autre projet. C'est un contexte complètement différent. Là, on est centre-ville de Bellinzona. Juste pour vous situer, ça c'est le château de Bellinzona qui est sur un roc au milieu de la ville. Un château qui est d'ailleurs très beau, patrimoine de l'UNESCO. Ça c'est l'ancienne ville historique qui se trouve là-bas. Et ça c'est un des quartiers du développement du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer qui s'est développé sur une grille orthogonale très claire et dans une logique de villa urbaine aussi très très claire. Donc on se trouve pour une fois dans un lieu où la règle elle est précise, elle est donnée, elle est là. Donc il faut juste la suivre. La caractéristique de ces quartiers de villas urbaines, on les connaît très bien, c'est d'être détaché des limites parcellaires, d'avoir des jardins tout autour, que ce n'est pas des parcs, comme on l'a vu avant, mais c'est juste des jardins de représentance. C'est des jardins juste pour prendre du recul par rapport à la rue et pour montrer qu'on a une belle maison avec 4 façades. Et c'est typiquement des villas du 19e siècle. Il y en a de très belles, de moins belles, mais ça c'est la logique. Nous, on a eu la chance de pouvoir intervenir sur cet angle, là où il y a la Maison Rouge, donc il ne fallait rien inventer. Il fallait simplement refaire une ville urbaine contemporaine à cet endroit. Sauf que le gabarit des villas urbaines du 19e siècle, ce n'est plus le gabarit des villas urbaines d'aujourd'hui. C'est que dans le volume où là, il y avait une famille qui habitait, une famille élargie avec je ne sais pas combien d'enfants, aujourd'hui, il doit y en avoir 4 pour des raisons simples. Alors, c'est là aussi qu'on avait essayé de proposer pour le centre historique ou de Bellinzona. C'est très difficile de trouver des appartements qui sortent un peu des paradigmes du 4 pièces et demi, couloir, toilette au fond à droite, salon séjour à peu près traversante. Et donc on a essayé vraiment de fournir 4 plateformes complètement libres dans lesquelles que la structure il y avait, où les habitants qui arrivaient pouvaient aménager selon leurs propres besoins, pouvaient aménager des appartements très différents. Alors l'idée c'était que selon qu'on était une famille, qu'on était une personne seule, qu'on était un couple, on aurait pu aménager cet espace de manière différente, selon aussi qu'on était au rez-de-chaussée ou qu'on était au 4e étage, avec des conditions de vue et de rapport avec l'extérieur complètement différentes, on aurait pu faire des choses très différentes. Alors, ça c'est le projet qu'on a proposé. Donc, le périmètre extérieur qu'on voit là, le rectangle, c'est simplement offset des limites de parcelles sur les
distance légale. Ça, c'est le maximum qu'on peut construire. Ce n'est même pas orthogonal parce qu'on assumait simplement ça. Le rectangle antérieur qu'on dessine là, c'est la partie chauffée. C'est simplement la surface brute de plancher pile au centimètre carré qu'on peut construire divisé par 4. Qui a cette forme. Et puis, on voit que sur chaque façade, les façades ne sont pas égales, mais sont similaires. Sur chaque façade, il y a un seul poteau, donc le volume, il tourne, et que les 3 blocs, disons, verticaux qui sont à l'intérieur de cet espace servent pour les distributions verticales. Escalier, ascenseur et gaines techniques. Alors, autour de chacun de ces blocs, il y a bien sûr des gaines techniques et selon, et donc le jeu il est très simple, les toilettes et les cuisines doivent juste être associées à une de ces gaines, mais on imagine que le jeu il est très flexible et il peut devenir ce qu'on veut. Donc on peut organiser les espaces qu'on veut. La chose, en ce sens-là, autour, il y a par contre ce balcon qui change de profondeur et donc de dimension par rapport au soleil et par rapport aux vues qu'il y a sur l'extérieur. Donc, bien sûr, ici, là c'est le nord, donc on a la partie la plus petite. Ici, c'est le château et c'est le sud, donc il y a la partie plus grande. Donc, la distance entre la peau vitrée et la surface de la dalle, c'est donné par le contexte tout autour. La structure, ça c'est une photo de chantier, c'est ouvert à 360 degrés. On lit là que les éléments porteurs, rien d'autre de ce qu'on voit par rapport à ce qu'on voit ici porte. Ça, c'est des autres projets. Donc, celui-là de la structure, ça reste un sujet pour l'ouverture à 360 degrés. Ça reste un sujet qu'on traite quand on est devant le grand paysage ou des zones où ça vaut, où ça vaut la peine d'ouvrir, qui s'ouvrent sur le grand paysage. Et puis, très bêtement, ça c'est les étages. Donc, on voit le rez-de-chaussée, c'est un appartement où le salon, cuisine, ils sont là du côté rue pour se protéger de la rue, et les chambres derrière. Et puis, on voit qu'à chaque étage, le plan change complètement et que les éléments qui sont dedans, c'est simplement des éléments de boiserie, des éléments de seconde œuvre qui viennent habiller les éléments structurels et qui vont créer les différentes typologies. Les élévations, un seul poteau par façade, avec l'idée que tout ça, ça tourne. L'entrée, je passe très rapidement, et ça, c'est le plan d'entrée, il est légèrement en contrebas par rapport à la rue, ce qui permet d'avoir un autre parterre là-haut, et puis ça, c'est les intérieurs. Donc, les différents appartements. On voit ces boiseries qui viennent habiller les éléments structurels et organiser tous les espaces extérieurs. Donc, ça, c'est l'étage du premier plan. Voilà. Puis on monte, ça, c'est le deuxième. Les programmes, ils étaient très différents. Ça allait d'un couple sans enfant du rez-de-chaussée, un couple avec enfant du premier étage, un single qui travaillait à la maison dans le tout dernier étage. Et par rapport à tout ça, bien sûr, les plans changeaient. La seule chose qui était pour nous très important, c'est qu'il y avait toujours cette deuxième circulation en façade avec des portes coulissantes qui pouvaient aller chercher et fermer sur le vitrage, mais qu'on avait toujours ces grandes traversantes sur les deux façades pour permettre d'avoir ce regard à 360 degrés sur le paysage tout autour. Donc ça, c'est les images, ça, c'est les balcons. Il y a ces éléments de rideaux qu'on tire transversalement. Ce n'est pas des rideaux comme les rideaux qu'on baisse tous les jours. C'est plutôt des rideaux que, selon l'utilisation de l'espace, on les met comme des paquets pour créer des zones d'intimité à l'intérieur. Parce que vu que c'est des rideaux pliés, quand ils sont regroupés en gros groupes, ça fait aussi, ça laisse passer la lumière, mais ça crée une certaine privacy à l'intérieur. Et puis ça, c'est l'expression depuis l'extérieur, donc c'est très changeant. Ça correspond beaucoup à la façon dont les locataires ils ont décidé d'habiter leur surface interne. Je viens au dernier projet, que c'est un projet double.
ex-Casa Parrocchiale, et vous voyez 2003-2018. C'est notre projet, on revient à Montecarrasco dans une autre zone, très très emblématique par rapport aux contradictions que je vous ai expliquées tout au début du territoire tessinois. Ici, c'est un morceau de Montecarrasco, donc il y a une densification, on peut doubler la surface de ce qui est construit ici, mais on voit que là, il y a des étables rurales anciennes, construites une à côté de l'autre. On a l'ancienne rue paysanne qui passe par là, la nouvelle rue cantonale, là c'est l'abattoir avec la boucherie, ici c'est une menuiserie, ça c'est des bâtiments locatifs des années 70 de spéculation, ça c'est des villas individuelles, donc tout ça, toute cette mixité, elle est juste à poser sans aucune logique de relation. Et puis, avec comment dire, les nouvelles possibilités que Znotz a données à la commune, parce qu'on peut doubler la surface, le client ici, que c'était une société anonyme à l'époque, qui possédait ce bâtiment, que c'est un bâtiment de location, il nous a demandé de doubler cette surface. Et puis, bien sûr, on peut doubler la surface de cet immeuble, mais on va simplement introduire du désordre à l'intérieur d'un désordre. Et puis, déjà à l'époque, donc c'était en 2003, quand on a commencé ce projet, on s'était mis d'accord avec les autres propriétaires de l'autre côté, c'était en partie les mêmes, mais pas vraiment les mêmes, donc il fallait quand même négocier pas mal de choses. C'était l'idée qu'on pouvait se donner des permis réciproques, donc lui, il aurait pu permettre à celui-là d'aller en dérogation de certaines distances et de mettre en commun des parties de jardin, à condition que l'autre, il aurait permis la même chose à celui-ci. Et donc, l'idée que tout ça, que c'est un petit morceau de fragments désordonnés, de choses construites dans des époques complètement différentes et qui sont juste à poser les uns les autres, sans aucune logique apparente, si ce n'est pas celle de la spéculation foncière, de l'utilisation du sol. L'idée, c'était de construire un nouvel ensemble où les deux nouveaux bâtiments qui venaient se poser, l'un sur une parcelle et l'autre sur l'autre, auraient créé à l'intérieur de ce nouveau îlot un centre partagé, un espace fluide, ouvert, dans lequel tous les gens appartenant à ce quartier peuvent rentrer et l'utiliser. Donc ça, c'était l'idée. Et en plus, ça c'était Excusez-moi. Ça, c'était la condition avant. Le défi, c'était de réussir, dans la limite du possible, de doubler la surface brute de plancher sans diminuer la surface du jardin. Donc on voit dans une première étape le bâtiment 1 et dans une deuxième étape le bâtiment 2. Là, je crois vraiment que j'ai quelque chose dans la gorge. Voilà. Ça aide pas à parler, en plus le français. Et l'opération au final, c'était doubler les surfaces, réorganiser les espaces extérieurs sans diminuer la surface du jardin. On passe très rapidement, on voit cette densité dans le quartier qui se... Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui... J'ai peut-être trop parlé. Voilà. On voit cette nouvelle densité qui arrive, donc ce village qui ne ressemble plus à un village pavillonnaire périurbain, qui ne ressemble pas encore non plus, ne ressemblera jamais à un village historique où les bâtiments sont sagement juste à poser les uns aux autres, mais où il y a une nouvelle densité qui commence à prendre peut-être un nouvel sens. Alors on voit le premier bâtiment qui a été construit ici. C'était tout simple, c'était 4 unités d'habitation qu'on a décidé de mettre dans des triplex pour faire en sorte que, vu que les voisinages ils sont très, très proches, on voit ici, ça c'est la distance réelle entre les bâtiments, on a profité de la verticalité pour aller mettre les parties communes de la maison sur la partie haute,
dans laquelle il y a la cuisine et les salons, et puis surtout avec des cours extérieurs, donc des toits terrasses, de créer des doubles hauteurs et la possibilité à la lumière de pénétrer dans la profondeur. Donc chaque maison pouvait profiter avec les chambres des enfants du jardin commun extérieur, et puis de la lumière et de l'espace à 360 degrés sur le toit terrasse. Donc on voit ici, c'est une maquette très rapide. L'idée d'utiliser l'auteur pour amener la lumière en profondeur dans l'espace, ça c'est rien de nouveau. Et là on a les zones des chambres et des entrées en relation avec le jardin commun, les salons séjour et les chambres qui sont en haut, la cuisine qui s'ouvre sur une cour au deuxième étage, et puis pour finir, sur un troisième toit terrasse qui s'ouvre sur le paysage. Alors, au niveau du langage, très bêtement, c'est très facile à imaginer qu'une très grande mixité de fonctions, d'histoires et de choses dans un tel endroit si petit a aussi une mixité de langage architectural incroyable. Alors l'idée c'était très simple, le volume il est complexe parce qu'il est plein de terrasses, de toits terrasses, de cours et de double hauteurs. Donc l'idée c'était de couvrir le tout avec un rideau très abstrait qui était nécessaire pour la protection visuelle comme brise-soleil, mais aussi pour donner un certain sens d'homogénéité à tout le volume. Donc, en transparence, on devine un peu cette complexité volumétrique à l'intérieur, mais depuis l'extérieur, tout est très calme et assez silencieux. Donc, ça, c'est l'image du bâtiment à l'extérieur, et puis à l'intérieur, à nouveau, on découvre cette grande lumière qui descend depuis la partie haute. Donc de ce toit terrasse, à travers la double hauteur, on arrive à amener la lumière jusqu'à l'étage d'entrée. Et puis voilà, une maison qui est assez petite, c'est 3 chambres, mais sur même pas 120 mètres carrés, où la dimension elle est donnée plutôt sur la volumétrie plutôt que sur le nombre de mètres carrés. Donc là, on devine la cuisine au dernier étage sur cette terrasse extérieure, et puis là, on devine à nouveau l'escalier qui monte tout en haut. On arrive au dernier projet qui fait partie de celui-là quand même. Alors, après quelques années, on décide, le client de ce côté, c'est une communion héritière, elle s'est décidée à conclure le projet et à construire aussi ce volume. Alors là, il y a une anecdote, mais je le trouve assez important parce que la maison, c'est une maison champignon, c'est une maison suspendue. Et nous, je ne sais pas si en France c'est la même chose, quand on dépose le permis de construire, on doit poser les gabarits, on doit mettre des poteaux dans les 4 angles de la maison pour montrer le gabarit que la maison elle aura. On appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et puis un jour, on a déposé le permis de construire, on a posé les 4 gabarits, et puis le fils de ma sœur, qui habite ici, ma sœur c'est ma collègue, Guido Architect, je parle toujours au pluriel parce qu'on est deux dans le bureau. Elle habite ici avec son enfant qu'il avait à l'époque 3 ans, il était encore à l'école secondaire. Et puis il est rentré à la maison furieux parce que l'oncle Giacomo, il allait construire sa maison dans son propre jardin. Donc lui, il n'avait plus de jardin. Et je raconte ça parce que, à mon avis, c'est très indicatif. Alors, sa mère, que c'est ma sœur et ma collègue, vu qu'elle était quand même partie du désastre, parce qu'elle avait aussi participé un peu au projet, elle a dû bien lui expliquer que non, la maison c'est un champignon, elle est suspendue, le jardin il reste libre, donc elle lui explique ça. Puis bon, fini l'histoire, le gamin il est allé à l'école, et le jour après il arrive avec ce croquis. Et je le trouve, non mais pour moi il a été bon, le croquis il est extraordinaire, le dessin il est extraordinaire. Là il a écrit le projet de la maison de l'oncle Giacomo. L'oncle Giacomo c'est moi, c'est pas lui qui a écrit, c'est sa mère. Mais il m'a donné ce dessin et je trouve extraordinaire parce qu'on se pose la question, si on fait une maison suspendue, on dépense beaucoup d'argent pour faire une maison suspendue. Et puis la question,
c'est de savoir si on le fait comme geste formel, qui est juste parce qu'on a le plaisir de le faire, ou si ça a une relation, quelque chose à faire avec quelque chose qu'on peut comprendre et puis qu'on peut communiquer, qu'on peut expliquer aux autres. Non? Et le fait qu'un enfant de 3 ans, il a compris tout ça, il a fait le croquis, et d'ailleurs le croquis est plus beau que la maison elle-même, à la fin, moi ça m'a beaucoup soulagé parce que il y avait quelque chose dans cette idée de suspendre la structure pour libérer vraiment cet espace de jeu très précieux dans un endroit qui double de densité, mais qui ne doit pas diminuer de qualité. Donc, de donner des espaces en plus, des espaces couverts pour les voitures du côté rue et pour les gens du côté jardin. Donc ça, c'était quelque chose que c'était explicable à un enfant de 3 ans, et lui, il pouvait la comprendre et il pouvait la formaliser. Donc, c'est un genre comment dire, de vérification qui est toujours très important. Après, on a remarqué que souvent on suspend des choses, mais ça a quoi faire, ça c'est 3 projets, ça a quoi faire aussi avec le fait qu'en densifiant, on se rend compte qu'il y a un rez-de-chaussée qui est très ouverte, qui doit fonctionner pour les voitures, qui doit fonctionner pour les gens qui bougent, qui doit fonctionner pour la lumière, qui a sa propre logique de fluidité. Et on a par contre une partie, que c'est la partie suspendue, qui a une autre raison, que c'est la raison de l'habitat. Donc c'est une partie beaucoup plus fermée, beaucoup plus carrée, et qui nécessite beaucoup plus de limites et de définitions. Donc très rapidement à nouveau, ça c'est la coupe longitudinale. Le principe c'est le même. Les chambres des enfants sont au rez-de-chaussée en relation avec le jardin. On a une partie commune, et puis la cuisine elle est tout au haut en relation avec des terrasses et des cours. Coupe transversale, je passe vraiment très très vite parce que c'est pas ça qui est à mon avis important. Ça c'est le rez, puis on arrive, on a un plan noble qui est beaucoup plus ouvert, avec un salon double hauteur, un studio, des toilettes. Les espaces ils sont aussi très flexibles selon l'envie qu'on a de les utiliser. Pour arriver au haut, dans la partie structurelle qui suspend la maison, que c'est un mur complètement aveugle, et la cuisine elle s'ouvre chaque fois sur une terrasse, sur une cour externe, qu'elle est ouverte sur la montagne qui est juste ici devant. Donc la montagne et les vignes qui est là devant. L'élément de structure, donc du montage, ça je passe très très vite parce que ce n'est pas le cas. Et ça c'est la maison finie. Donc du côté de la rue, où on arrive à reproduire une certaine densité, donc une certaine présence d'une densification qui devient visible depuis la rue. Le porte-à-faux, on le comprend tout à fait dans une mesure où, dans cet espace réduit au minimum, il faut quand même mettre 10 voitures, et ça c'est demandé par loi. Donc même si on n'a pas 10 voitures, il faut les organiser. Donc on comprend l'absence de structure pour créer cet espace. Et puis on va de l'autre côté, on a une condition complètement différente au niveau de l'utilisation du sol, mais on a la même nécessité de l'ouvrir et de le rendre le plus possible fluide. Là, c'est le grand jardin collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis ça, c'est l'espace qui est en bas et l'espace qui est pour tout le monde. On rentre à l'intérieur, c'est très simple. Oui. Voilà. Ça, c'est l'intérieur de la maison. La double hauteur, le salon devine la cour qui est tout en haut. Et puis cet espace très simple. Il manque encore la couche de vie qui va arriver avec les meubles, avec le bordel. On monte à la cuisine, donc on a cette relation avec la cour. Tout le plan il est complètement fermé sur lui-même. Ça, c'est la cour externe qui regarde en double hauteur de l'autre côté sur le salon. Et voilà. Et ça, c'est cette nouvelle densité dont je vous parlais depuis l'extérieur, où on commence à essayer de recoudre ces différentes architectures, ces différentes périodes et ces différents styles avec quelque chose de nouveau.
Moi, je conclus maintenant très rapidement, je ne vous prends pas plus de temps sur cette image. C'est un moment de famille, parce qu'après, j'habite cette maison avec ma famille, donc je suis à peu près heureux d'y habiter, presque toujours. Et ça, c'était un jour de Pâques, du confinement, c'était 2020, c'était le jour de Pâques. Et puis dans ce jardin, on avait mangé avec beaucoup de tables qui étaient dispatchées un peu partout dans le jardin, en respect des distancements sociaux, comme on les appelait à l'époque. On a déjà presque oublié tout ça, mais c'était un bon moment. Alors, je vous lis un texte que j'ai écrit sur cette histoire. Je ne sais pas si ça prend 2 secondes, c'est pas très long. C'est un peu la conclusion que j'aime bien faire sur cette image. On n'est pas expliqué comment on fait les choses, car on en a pudeur. Cherchez plutôt d'expliquer pourquoi on les fait. Ça nous aide à comprendre le sens. On ne part pas volontiers de l'esthétique de nos architectures, même si dans le temps, ce qui restera, au-delà d'un certain sens d'ordre, ne seront pas nos motivations, mais plutôt les émotions que nos espaces construits seront capables de susciter. On ne cherche pas à faire des choses belles. Ce n'est jamais l'objectif en soi. On ne sait pas ce qui nous plaît. Plutôt la matière ou l'abstraction, la structure ou la forme, la simplicité ou la complexité, la lumière ou l'ombre, le permanent ou l'éphémère, le haut ou le bas, le fini ou le non fini. Tout cela ou rien de cela. Il est certain, avec chacun de ces aspects, on est confronté dans le quotidien, ces matières de travail. Mais cela n'est pas important. Ce sont des choses à nous, émotions nécessaires qui contribuent à la qualité de la vie, qui font la vie, la nôtre et peut-être de ceux qui habiteront nos architectures. Émotions subjectives cependant, que précisément pour cette raison doivent rester dans le domaine privé, intime. Pourquoi on fait les choses? Ceci est transmissible et donc pour nous important. Chacune de nos interventions, grande ou petite qu'elle soit, a l'ambition de devenir un élément indissociable du contexte, d'en faire partie. Elle cherche à recoudre les fragments d'une ville possible ou une ville à redécouvrir, une ville nouvelle à réinventer. Penser des lieux non seulement de rencontre, mais où on puisse réaliser l'échange d'opinions, de pensées et désirs. C'est le moyen le plus adéquat pour trouver une vision partagée des valeurs dans lesquelles croire. Comme dit Luigi Snozzi, la ville est la patrie naturelle de l'homme. La ville donc comme objectif ultime de chaque intervention, parce que chacun de nous est fait pour être avec l'autre, pour l'aider et pour recevoir de l'aide. Il est fait pour recevoir des attentions et pour en donner, pour aimer et être aimé, pour demander et recevoir des réponses. C'est ça, la relation entre les personnes qui rend solide la communauté et nécessaire la ville. Merci beaucoup.